Vas-y quand tu veux. Salut à tous, c'est Nico de Mindfit Bruxelles. Aujourd'hui, bienvenue dans un nouvel épisode Sportcast avec Victor. Salut Victor. Salut Nico. Ben écoute, peut-être déjà commencer par se présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, ça, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur toi. On t'écoute. Super. Donc moi c'est Victor Depasse, à la base originaire de Charleroi. J'habite maintenant sur Bruxelles et je travaille sur Charleroi, sur Bruxelles en priorité. Je suis à la base d'une formation de kinésithérapeute. Ouais. J'ai eu l'occasion de faire ça. Directement j'ai enchaîné avec l'ostéopathie et puis après j'ai pu rajouter comme corde à mon arc l'acupuncture. J'ai eu l'occasion de me former en acupuncture. Ce qui me permet aujourd'hui de principalement faire de l'ostéopathie et de l'acupuncture. C'est mon activité principale, on va dire. Okay. Auquel j'ai pu greffer par passion des activités qui sont liées au sport et à la formation. J'adore enseigner et donc j'ai eu l'occasion d'être appelé pour pouvoir enseigner dans différentes écoles, que ce soit en ostéopathie ou pour former des kinés vers la thérapie manuelle et l'ostéopathie ou des spécialisations par rapport à différents domaines, comme par exemple les neurodynamiques, donc la capacité de glissement des nerfs. Dans mon activité sportive, j'ai un passé qui est de cycliste à la base, gros sport d'endurance, et j'ai dévié petit à petit vers le fitness de manière générale, et puis une petite accroche pour la partie crossfit, ce qui m'a fait, avec des amis principalement, ce qui m'a donné l'envie avec des amis d'ouvrir ma propre structure après des années de pratique. Et j'ai ouvert une première salle à Charleroi, Montigny-le-Tilleul pour être plus précis, qui s'est ouvert en janvier 2020. Et en septembre, j'ai ouvert la deuxième structure qui, elle, se trouve à Nivelles, qui s'appelle CrossFit Link. Et pour l'instant, je m'arrête là parce que apparemment, à chaque fois que j'ouvre une salle, il y a un confinement, donc on va quand même... ouais, c'est peut-être toi qui nous porte la poisse, en espérant que ça ne soit pas le cas, évidemment. Ça. Mais ça fait pas mal de choses. Il y a également, parce qu'on a déjà travaillé ensemble, on n'a pas encore parlé de Human Mechanics que tu as mis en place. Tout à fait. Tu sais dire plus ou moins en quoi ça consiste, parce que tu nous as parlé, évidemment, rapidement de ton passé sportif, de ce que tu fais principalement donc en ostéopathe. Formateur, mais il y a également Human Mechanics avec François Dewey. Si Tout à fait. Et donc ça, c'est un dernier élément et qui est un élément clé à mes yeux, parce que il y avait la formation du côté paramédical, qui est quelque chose qui m'attrait, puis il y avait la partie sportive, et puis il y avait très peu de choses qui se retrouvaient, en tout cas au niveau belge, dans la formation accessible à tous, pour le lien entre le sportif, qu'il soit amateur ou confirmé, et l'information sur du contenu de qualité, que ce soit sur de la technique, sur du conseil en prévention ou même sur un attrait à comment bien faire les choses, que ce soit en programmation, que ce soit dans une idée de renforcement ou par rapport à une discipline. Et pour rappel, on l'avait fait ensemble avec le kettlebell, donc c'était vraiment pouvoir fournir cette information aux gens qui ne sont pas du kettlebell sport, finalement de venir chercher l'information de qualité. Et donc Human Mechanics, c'est quoi? C'est avec François Dewey, de fait, on a créé une structure qui permet à un prix... tout à fait attractif quelque part, de pouvoir se former et d'obtenir une information sur une journée a priori. Il y a différents modules qui existeront par la suite, mais en tout cas de se former sur une journée. Et on fait appel à un professionnel compétent pour pouvoir transmettre sur une journée à la fois de la théorie, parce qu'il faut toujours comprendre et avoir des bases solides, et après de la mise en pratique, parce que finalement, ce qu'on veut, c'est ressortir avec des outils, ce que j'appelle pratico-pratique, savoir quoi faire, quand et comment. Oui, tout à fait, mais c'est ça qui est important. En plus, c'est un projet, moi, que j'apprécie beaucoup, parce que je trouve que, justement, en fait, le CrossFit est tellement vaste en termes de disciplines. Pour rappel, on parle de plusieurs disciplines sportives. En fait, ce qui est très fort dans ce concept-là, c'est que vous arrivez à dissocier l'ensemble des disciplines, apprendre davantage dans chaque discipline, gymnastique, kettlebell lifting, haltéro. Je pense qu'il y a de l'haltéro aussi que vous aviez fait. Il y a même une partie strongman. On a une partie strongman, tout à fait. Que vous cherchez peut-être encore à développer un petit peu On travaille dessus. On a différents intervenants qui font se former d'ailleurs, notamment chez StrongFit, ou qui ont des compétences parce qu'ils ont suivi des cours ou qui travaillent avec principalement cette base-là dans le coaching que eux donnent ou dans ce en quoi ils se forment. Et donc ça c'est vrai, et on essaie vraiment de diversifier, que ce soit comme vers la gymnastique, l'haltérophilie, ou même d'aller vers, en termes de programmation, qu'est-ce qui est dit à l'heure actuelle. C'est un peu essayer de résumer de manière très abordable, pour que ça ne soit pas dédié qu'à l'athlète très abouti, ou aux personnes très qualifiées, mais que ce soit finalement transformé à quelque chose de très accessible,
tant en termes de contenu que de mise en place, sur des informations, par exemple la programmation et le renforcement accessoire. Est-ce que vous avez déjà d'autres idées de projets dont peut-être vous pouvez parler ou peut-être que vous souhaitez ne pas... Il y a plein de projets qui arrivent. Il y a notamment un projet, par exemple, qui va être dédié principalement à l'aspect gestion du stress et notamment par l'exposition au froid. Et donc, on va voir l'exposition au froid, la respiration et tout ce qui peut être aussi exposition au chaud. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fait. On a déjà eu l'occasion aussi de faire de la mobilité. Donc, on essaie vraiment de se divertir tant par la demande, finalement, des personnes qui suivent nos formations, qui disent tiens, il y a ça qui m'intéresse, est-ce que vous avez du contenu, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est compétent pour, que parfois par nous sommes intéressés par des sujets et quelque part nous nous formons aussi à travers ça parce qu'on est intéressé de discuter avec quelqu'un qui est compétent dans un domaine, quoi. Ok, super intéressant. Maintenant on va se plonger peut-être un petit peu sur tout ce qui est domaine ostéo. Ouais. Ok, donc l'ostéo déjà peut-être faire une brève différence avec des mots, on peut vulgariser un petit peu entre kiné, ostéo, peut-être chiropracteur, savoir aujourd'hui pourquoi aller chez l'un ou chez l'autre, quelle est la différence, si on sait expliquer, et quand est-ce qu'il faut se rendre chez un ostéopathe. Tout à fait. C'est intéressant parce que finalement, on n'a jamais accès à cette information, donc ça peut être intéressant de prendre du recul et de définir. La kinésithérapie, pour commencer, c'est la thérapie par le mouvement, donc c'est principalement lié à faire des exercices ou des mobilisations qui permettent finalement de retrouver un confort de vie. Et par définition, en Belgique, la kinésithérapie, c'est mettre en place un traitement qui est noté sur une prescription. Donc vous allez voir le médecin, il va vous dire voilà, vous avez une pathologie. Souvent c'est une rééducation par rapport à une problématique, que ce soit une tendinopathie, que ce soit une intervention chirurgicale. Enfin, on peut vraiment parler de plein de choses, mais a priori la base, les fondements sont autour de ça. Il va établir une prescription qui permet d'avoir un ordre dans le traitement. Cette prescription va être donnée au kinésithérapeute qui est censé, selon la loi, appliquer ce traitement. On se rend compte qu'à l'heure actuelle, parfois on se retrouve face à des pathologies qui sont multiples et variées et sur lesquelles le diagnostic dans une séance chez un médecin généraliste peut être très compliqué à mettre en place parce que ça nécessite soit des examens complémentaires où il faut aller voir un médecin spécialiste, soit ça nécessite une investigation par du testing. Et le médecin a souvent un kiné ou l'autre ou une kiné de confiance qui va appliquer cette test. Et on peut se retrouver avec des patients qui arrivent avec une prescription qui disent scapulalgie, douleur de la scapula, ou le lumbago, douleur finalement au niveau du dos. Et c'est au thérapeute, au kinésithérapeute de faire son propre examen pour après aller plus loin. De là, il en découle plusieurs choses. C'est que finalement, le kinésithérapeute qui était censé mettre en place une rééducation par rapport à une pathologie ou un traitement qui était appliqué avec un protocole bien précis donné par le médecin, doit lui-même se faire ses armes et avoir des outils, des testings qui lui permettent après de mettre en place un traitement. Ça élargit donc la base déjà de traitement pour le kinésithérapeute, contrairement à ce qu'on peut penser, puisqu'a priori, c'est à lui un peu de pouvoir mettre en place sa problématique. Maintenant, comment différencier le kiné de l'ostéopathe ? Là, je vais me permettre une image, c'est de dire qu'a priori, lorsque tu vas venir pour une douleur de coude à cause d'une tendinopathie, le traitement du kinésithérapeute est d'une première intention de traiter l'inflammation au niveau du tendon. La tendinopathie étant une inflammation du tendon, c'est son job. Là où l'ostéopathie va intervenir, ce serait d'avoir une vision plus holistique, plus globale, et de réfléchir le patient dans sa globalité en disant mais pourquoi est-ce que il y a eu une inflammation au niveau de ce coude. Et donc, ce n'est pas deux jobs différents, c'est deux jobs qui travaillent ensemble, parce qu'il y en a un qui est compétent pour avoir plusieurs séances pour soigner cette inflammation. Une inflammation perdure au moins 6 semaines, même si elle tend à diminuer et à être presque peu perceptible. Il y a un traitement qui doit être fait, ça c'est le job principal du kinésithérapeute. Alors que l'ostéopathe pourrait avoir une vision plus globale, si jamais on travaille en concert, en disant on va essayer de comprendre pourquoi cette inflammation s'est matérialisée là, et perdure dans le temps, parce qu'on peut avoir des traitements évidemment qui perdurent dans le temps. La vision, qu'elle soit chez l'ostéopathe ou le chiro, ce sont les techniques qui différencient, mais il y a une grosse base globale qui sera d'avoir une approche qui ne sera pas que structurelle. On pense souvent craquement, manipulation ostéo-articulaire. Ouais, tout à fait. Mais il y a tellement d'autres choses derrière, comme du crânien, du viscéral, des fascias, du vasculaire, du nerveux. Et donc sur tous ces éléments-là,
on va avoir un impact parce qu'eux ont un impact sur notre corps. Si jamais j'ai une irritation d'un nerf ou que j'ai une zone vasculaire qui est légèrement coincée et donc le sang passe moins bien, c'est clair que tous les éléments qui sont censés recevoir du sang, que ce soit un muscle, un tendon ou même d'autres structures anatomiques, le sang passe moins bien, donc j'ai moins de sang qui arrive et là je vais avoir une perturbation, tant sur l'apport d'éléments nutritifs pour nourrir le tissu que d'élimination de toxines et donc un côté inflammatoire qui peut s'installer sur cette zone. Ça, c'est en résumé les grosses différences et l'impact. Et je tiens vraiment à marquer un point, c'est que là où on a une tendance à dire il faut choisir l'un ou l'autre, j'aime bien dire que tout le monde doit travailler ensemble et que chacun a ses compétences forcément. et un axe. C'est un petit peu ça. À chaque fois, on se dit ouais, mais c'est quoi la différence entre kiné, ostéo? Pourquoi est-ce que j'irai chez le kiné? Pourquoi est-ce que j'irai chez l'ostéo? En fait, chacun a il y a traitement de l'origine, enfin comprendre plutôt l'origine. Il y a traitement de la douleur, aussi de ce qu'on vient de résumer, et comprendre également, ce serait bien en fait qu'au final, on se base sur comment dire, sur cet esprit d'équipe quelque part pour le représenter dans le coaching aussi. Là, je fais la parallèle évidemment avec mon domaine de travail. Tout à fait, et c'est bien que tu en parles parce que finalement. Il y a pas mal de gens aussi qui se présentent puisque j'ai une patientèle qui est orientée sport. Il y a des problématiques qui peuvent être traumatiques et donc on va parler clairement du faux mouvement, c'est un peu ça parlant. Ouais. Et on va avoir une problématique où oui, il y a un travail à faire sur la structure, quelle que soit la structure, mais après bien comprendre qu'il y a des éléments et qui peuvent être les mouvements, la manière d'exécuter des mouvements, que ce soit des mouvements du quotidien ou des mouvements et des gestes sportifs. Et ça passe par du ressenti. J'aime utiliser une phrase que mon père me disait souvent, enfin il me l'a dit toujours de temps en temps, mais c'est il n'y a que la répétition qui crée la sensation. Et donc on ne peut améliorer un geste technique qu'en le pratiquant, mais en le pratiquant correctement. Et pour ça, il faut un œil aguerri qui puisse vraiment amener ces corrections. Et là, c'est les gens de terrain, les personal trainers, les gens qualifiés qui permettent justement d'améliorer. Mais justement, en fait, moi je rebondis et peut-être qu'on n'est pas d'accord à ce niveau-là. C'est intéressant d'avoir ton avis par rapport à ça. C'est qu'on parle de plus en plus aujourd'hui, on me dit ouais, mais Nico, moi j'ai une mauvaise posture, je me sens voûté, etc. Mais je dis écoute, première chose, moi je suis coach sportif, je ne suis pas ostéo, je ne suis pas kiné, mais qu'est-ce que c'est pour toi une mauvaise posture? Est-ce que tu as mal dans cette posture-là? Est-ce que tu ressens des douleurs par rapport à ça? Est-ce que ça t'a freiné dans ta vie quotidienne ou pas? Si la réponse est non, pourquoi la qualifies-tu de mauvaise posture? Moi je prends toujours aussi l'exemple par exemple de Tony Hawk, qui est un champion de skateboard. Ouais. Et oui, peut-être qu'il a sa cheville qui vacille un petit peu, que son corps s'est adapté en fait depuis peu à la position de ses pieds sur la planche, mais ça n'a jamais posé problème et ça n'empêche pas qu'il soit le meilleur, en tout cas de ce qu'on revoit sur les réseaux. Peut-être que ça a des origines ou quoi que ce soit. Et je voulais savoir, est-ce que pour toi il existe une mauvaise posture ou pas, en fonction du ressenti, c'est-à-dire que si la personne n'a jamais été freinée dans sa vie quotidienne, qu'elle n'a jamais eu de problème à proprement parler, que ce n'est pas une origine de mal, de douleur, est-ce que pour toi on peut qualifier ça de mauvaise posture? Je recherchais justement une image que je pensais avoir gardée en réserve, que j'ai lue il y a une semaine ou deux. C'est une très bonne question et la première réponse pourrait être de dire j'aime pas prendre parti en disant c'est blanc ou noir, j'aime bien amener de la nuance comme toujours, donc c'est clair qu'il y aura des postures qui vont être néfastes, mais le plus problématique c'est toujours l'excès. On va prendre une comparaison dans le mouvement, on va prendre un soulevé de terre, un deadlift, et on va voir qu'on peut avoir des positionnements par rapport à la colonne lombaire. Et en fait, là où il y aurait une mauvaise posture, c'est toujours les extrêmes, que ce soit en hyper-extension avec une hyper-lordose au mouvement, que ce soit au départ ou dans le mouvement, et inversement, une hyper-flexion. Et tout ce qui va être entre ces deux-là, avec une certaine norme évidemment, ne va pas être considéré comme mauvais, puisqu'il y a des particularités qui sont individuelles. Comme tu le dis, on va avoir une croissance parce que notre colonne va plutôt être diminuée au niveau des courbures. On pourrait avoir une personne qui a des courbures qui sont accentuées. Donc ça, c'est certain. Il n'y aura pas de mauvaise posture à proprement parler, mais les extrêmes seront néfastes. Et le premier élément qui doit nous perturber ou nous indiquer, c'est évidemment une douleur qui perdure dans le temps. Et donc, ce serait le maintien d'une position sans aller dans l'alternance de position qui serait néfaste. On va prendre un exemple.
quelqu'un qui passe beaucoup de temps à conduire en voiture avec une position très allongée, le dos un peu arrondi, un peu tassé, et qui va faire ça régulièrement, mais s'il ne prend pas ou s'il n'impose pas à sa colonne, à son corps, d'aller dans la position opposée, il y a une constance de position qui sera toujours en flexion. Cette posture va être néfaste. Maintenant, l'objectif, c'est pas de maintenir une posture et d'être statique. Notre corps est fait pour bouger, avoir une alternance. Et donc, ce sera toujours d'essayer de passer le plus de temps dans des positions saines, qui seront plutôt dans la moyenne, et de temps en temps d'aller dans des positions extrêmes, et toujours avec ces questions de nuances. Donc, une mauvaise, pour répondre vraiment et revenir sur l'essentiel, pour moi, il n'y a pas de mauvaise posture, il n'y a que des postures qui sont maintenues trop longtemps. En fait, voilà, c'est ça. Et la conclusion là-dessus, c'est qu'en fait, tu l'as précisé, le corps humain est fait pour se mouvoir. On est fait pour bouger. On n'est pas fait pour rester dans une position assise constamment. Ça, c'est un fait d'armes. C'est d'ailleurs à ce moment-là, de manière trop statique, que commencent à naître justement les problématiques. Moi, il y avait quelque chose sur lesquels j'avais envie de revenir, parce que j'ai quand même pas mal de patients. Enfin, de patients, c'est un grand mot, plutôt de clients Oui. qui ont la tranche d'âge entre 35, 40, 45 ans, parfois même plus. Hein. J'ai Marcel Carr aussi, qui a 63 ans maintenant, qui parfois se disent « Ouais, ça, je ne peux pas faire, j'ai mal, je ne peux pas faire ce squat-là, j'ai mal parce que j'ai de l'arthrose. » Et en fait, j'aimerais qu'on rebondisse sur la corrélation entre douleur, enfin, imagerie et douleur, parce que souvent, il y a des faits qui s'opposent complètement. Est-ce que tu sais rebondir un petit peu là-dessus, expliquer un peu imagerie, douleur? Tout à fait. C'est une question compliquée parce qu'évidemment, on a un discours qui est médical vis-à-vis d'un patient qui n'a pas été formé ou qui n'a pas d'information. Et il faut clairement laisser aux médecins spécialistes cette analyse d'information pour analyser le cliché médical. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ressort de certaines études, tout d'abord, que dans 10% des cas, on peut avoir une problématique qui n'est pas expliquée par une imagerie. Donc 10% des cas, de manière générale, pour n'importe quelle problématique. Et ensuite, qu'on peut avoir une incohérence entre l'imagerie et la symptomatologie. Les chercheurs, et ici il y a une image qui va vous être transférée, les chercheurs ont essayé de corréler l'imagerie avec des gens asymptomatiques, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de plainte. Ils ont pris un gros échantillonnage et ils ont analysé. Et si on fait une analyse bien standardisée en disant voilà, ça représente bien une hernie discale, ça représente un tassement discal, ça représente un phénomène dégénératif au niveau de la colonne ou des structures de la colonne, on va se rendre compte qu'il y a tout un ensemble de pathologies qu'on pourrait dire, voilà, par exemple une dégénérescence du disque intervertébral ou une protrusion discale. Ouais. Et on va voir que ce n'est pas corrélé. Ce n'est pas corrélé directement avec une symptomatologie chez les patients. Donc les patients sont très sains et pourtant, dans la tranche d'âge entre 30 et 40 ans, on va avoir 31 à 33% des gens qui présentent un phénomène dégénératif au niveau du disque intervertébral, ce qui est assez dingue, c'est un tiers de la population et pourtant pas de symptômes. Donc c'est un peu rapide de vouloir absolument, et c'est presque une décharge peut-être du corps médical parfois, de vouloir trouver une explication à une douleur en passant par la présence sur un cliché d'une problématique dégénérative qui est due finalement à l'utilisation de notre colonne ou à l'utilisation de notre corps, quoi. Je mets tout de suite un halte là, parce que c'est clair que certains symptômes peuvent être liés à ça. Et donc c'est là la grosse difficulté. J'avais eu l'occasion de lire une thèse de doctorat d'un Belge, liégeois, vous pouvez la retrouver s'il faut, je peux retrouver le lien. Ouais, mais on pensera à la mettre en dessous de la vidéo, dans les liens, etc. Et ben voilà, le gars avait analysé 800 articles, c'est quand même une thèse, donc il a poussé le truc, pour pouvoir mettre en évidence l'impact de douleur dans le bas du dos et les traitements qu'on peut apporter au niveau manuel, que ce soit par des mobilisations, des massages ou même des techniques plus poussées. Et rien que sur le référencement du nombre de pathologies qui pouvaient causer une douleur dans le bas du dos, on a déjà 80 pathologies. Et ça, c'est assez dingue parce que ça veut dire que quand quelqu'un vient, on doit déjà être sûr, en dehors de ces 80 pathologies sur lesquelles on sait avoir un impact, de savoir quelle est cette problématique. Certaines ont une prévalence plus grande que d'autres, mais de pouvoir faire un test qui me permet de différencier et puis seulement d'imaginer quel va être mon protocole de traitement par rapport à ça, en comptant qu'il y a ces 10% qui ont des douleurs inexpliquées. Et donc là, on est un peu dans un gros challenge qui est notre traitement, mais
Prenons du recul pour revenir plus précisément à ta question et pas partir dans tous mes délires et mes déboires comme j'aime le faire. Oui, mais que c'est comme ça que naissent les questions aussi, Voilà, hein, c'est tu ça. vois. Donc, Et donc, c'est de dire, ok, si jamais on vient et que notre problématique est principalement liée à un phénomène arthrosique, qui est juste une dégénération au niveau de la structure osseuse, ouais. c'est un phénomène naturel. Et le meilleur moyen de conserver du confort reste le mouvement. Voilà, donc en gros, c'est ce que je disais en fait, notamment à mes clients, et tu confirmes un petit peu mes propos, c'est que l'arthrose est un phénomène de vieillissement naturel, et que pour lutter contre cette arthrose, ben, il faut bouger, tout simplement. Ça, tout à fait. Ok, donc ce qui est important par contre, c'est évidemment quand on s'entraîne, de savoir mobiliser correctement au début. Tout à fait. L'entraînement, savoir, on en revient au principe de l'échauffement, et justement après attaquer le cours de la session, pas y aller en mode bourrinage. Oui, il y a deux éléments que je voudrais encore préciser par rapport à l'arthrose. L'arthrose va apparaître selon deux modèles. Je vais donner une explication très simple. On va prendre nos genoux et on va se dire, tiens, c'est vrai qu'on fonctionne avec deux jambes. Et naturellement, lorsqu'on va marcher, on doit avoir une alternance gauche-droite. Ce qui veut dire qu'a priori, on passe 50% de notre temps sur un genou, 50% de notre temps sur l'autre genou, sauf position allongée où le tissu va avoir le temps de récupérer. Mais il est possible qu'en position statique, en étant debout, on fasse ce qu'on appelle une station hanchée, donc s'appuyer plus sur une jambe qu'une autre. Oui, tout à fait. Ce qui va créer des asymétries entre gauche et droite. On va passer plus de temps en appui sur un genou. Dans un genou, on a deux compartiments. On a un compartiment interne et un compartiment externe, qui doivent également avoir une alternance d'appui interne, d'appui externe, et ça se passe par l'appositionnement du pied, que ce soit à la marche, à la course à pied, à cette alternance d'appui interne. Et donc à chaque fois, on a une répartition, ça veut dire que chaque structure va prendre une partie du travail. Lorsque je n'ai pas cette alternance parce que je fais de la constance d'appui, je suis constamment en appui sur mes deux jambes parce que je suis toujours en statique, ou que je m'appuie encore plus sur une jambe, je vais avoir, par cette constance d'appui, plus que de raisons de contrainte au niveau de l'articulation. C'est cette contrainte qui va faire une tendance à la dégénérescence osseuse en créant ce qu'on appelle des géodes, des ostéophytes, abîmer calmement les structures en présence au niveau, par exemple ici, du genou. Et donc on se rend compte que finalement c'est par le mouvement et bien le fait de bouger partout de manière symétrique et pas dire cette zone-là je la bouge beaucoup et cette zone-là pas du tout, ça pose problème. Le deuxième point que je veux mettre en évidence parce qu'il nécessite aussi, c'est chez les sportifs de très haut niveau, ça va être des phénomènes arthrosiques, par exemple au niveau acromio-claviculaire, sur des sursollicitations dans des positions extrêmes avec un gros volume. Et donc beaucoup d'utilisation. Ça crée aussi, par des phénomènes de frottement et des phénomènes inflammatoires, des dégénérescences de tissus. Donc il faut vraiment mettre les deux opposés, on en a parlé tout à l'heure, avec les gens qui bougent clairement pas assez et qui vont pas chercher de l'amplitude, par crainte parfois, on va voir qu'il y a aussi des éléments qui sont intéressants par rapport à ça, ou les ultra sportifs, on va dire, qui viennent sursolliciter un mouvement au niveau de leur corps. Et là, on verra que ce sera plutôt localisé vraiment sur une zone, alors que chez les premiers cas, ce sera quelque chose plutôt globalisé. Et moi, je voulais juste rebondir par rapport à tout ce que tu disais, parce que clairement, c'est très intéressant. C'était rebondir notamment, ça fait un moment qu'on en a parlé, mais sur le lombago. Le lombago, aujourd'hui, et encore une fois, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est que c'est un terme pour moi qui est généralisé, qu'on peut connaître aussi sous le terme de lombalgie. Et encore, on reconnaît plusieurs types, lombalgie chronique, etc., etc. Mais en gros, c'est ce qu'on appelle un spasme musculaire et ça reste quand même inexpliqué. On ne sait pas trop à quoi c'est dû aujourd'hui le lombago. Et il y a différents types de lombago qui surviennent. Alors, je voulais juste aussi dire qu'un lombago, des fois, on se dit « je me suis fait une hernie discale, c'est bon, j'arrête ». Et donc, on rentre dans un phénomène de kinésiophobie. Parfois, il y a des gens qui ont peur de reprendre. Moi, ça m'est déjà arrivé, notamment la peur du deadlift aussi. Mais c'est un phénomène qui est parfois inexpliqué, que la majorité des personnes peuvent connaître un jour et sont même de plus en plus enclins, je pense que c'est comme ça qu'on dit, enclins, à le connaître. Est-ce que tu sais confirmer un petit peu ces propos ou est-ce que je suis complètement dans le faux? Alors, là, quand tu parles de kinésiophobie, c'est vraiment quelque chose dont c'est intéressant de parler, j'aimerais clairement en discuter ici. Je vais mettre une première chose parce que je lisais une étude, je ne sais plus, il y a quelques mois là-dessus, comme quoi en fait l'impact de nos mots était le premier en tant que thérapeute ou en tant que relation directe avec le patient ou le client, était le premier impact négatif finalement sur sa santé. Et ça c'est très surprenant. Alors excuse-moi, je te coupe parce que c'est vrai que
quand on rentre chez quelqu'un, donc chez un ostéo par exemple, dans ton cas, le but ici, c'est ce qu'on disait, c'était d'informer le client et pas de dire « Ouh là là, attention, ça c'est dangereux, je vous conseille plus de faire ça ». Et malheureusement, on rencontre encore des personnes, donc la personne reçoit un message négatif et se dit « Oh, je ne peux plus jamais faire ça parce que j'ai eu un professionnel de la santé qui m'a dit que je ne pouvais plus faire ça ». Or, le message devrait être plutôt « Écoutez, vous avez des petites tensions, c'est peut-être pas, c'est pas grave, loin de là, vous pouvez continuer à bouger, ça va continuer de s'améliorer, c'est un point à améliorer plutôt que quelque chose de négatif qu'il faut arrêter ». Tout à fait. Est-ce que tu sais... voilà, excuse-moi. Ah oui, non, mais tu as tout à fait raison. Et donc là-dessus, d'insister sur le fait que les mots qu'on va utiliser pour informer le patient sur ce qu'il a doivent être bien pesés et doivent être surtout orientés dans le sens où orientés sur, voilà, ceci est la problématique que je peux découvrir ou mettre en évidence chez vous, ça a telles implications, on a des solutions. Et c'est surtout ça. Et il y avait une phrase qui disait qu'un bon personal trainer ou un bon coach, si jamais je peux utiliser ce terme-là, est celui qui n'empêche pas le sportif de faire son sport, mais qui trouve des adaptations pour lui pratiquer. Et c'est l'important. Moi, je dis toujours que quand un sportif se présente chez moi, il est toujours étonné de pouvoir reprendre l'activité sportive dans un certain délai. Et souvent, ce délai est relativement court. Parce qu'il faut l'adapter. Ça va être « Ok, mais tu ne peux pas faire pas plus d'autant d'intensité. Ok, mais tu ne peux pas faire de mouvements asymétriques. Ok, mais à ce moment-là, tu ne peux faire que tel type et tel type de mouvement pendant autant de temps. Mais tu continues. Tu adaptes, tu changes l'activité sportive. On va chercher autre chose comme stimulus. On va venir stimuler d'autres muscles pour l'instant. Et là, ça montre déjà une importance, que ce soit par le discours direct pour dire « Voici ce que vous avez. » Voilà. Ce sont des termes. Qu'est-ce que ça veut dire ces termes ? Le nombre de fois que j'ai un patient qui est rentré, qui m'a dit « Voici, ça c'est mon protocole médical. » Je lis, puis je dis « Vous savez me dire ce que vous avez ?»« Ah non, moi je comprends rien. » Je dis « On va en discuter, je vais vous expliquer simplement ce que c'est. » Comme ça, vous êtes déjà conscient de ce qu'on a, de ce que ça implique pour moi et de ce que ça annonce pour mon futur. Et puis après, dans le discours de qu'est-ce que ça veut dire par rapport à mon activité sportive, c'est quand même une échappatoire, c'est quelque chose qui nous permet de nous évader et de nous sentir bien. Et donc, si on amène le sportif à arrêter complètement, là, on fait une erreur quelque part. On doit trouver des adaptations ensemble et évidemment trouver le bon rythme, que ce soit pour le sportif ou pour son évolution positive, quoi. Ok, c'est très, très intéressant là-dessus. Moi, il y a tellement de questions qui bombardent et j'avais envie de poser d'autres choses aussi, notamment via tes autres domaines d'activité. Parce que tu programmes aussi un petit peu, là je sors un peu du sentier ostéo, on pourra y rebondir après, de toute façon les questions vont tourner, mais c'était par rapport à ta programmation, parce que tu programmes, mais tu programmes dans quel domaine ? Oui. Conditioning, je pense, un petit peu tout ce qui fait. est bike erg, sky erg, etc. Également dans le crossfit ? J'ai également des gens qui viennent dans le crossfit, principalement en fait mon objectif c'est de travailler sur de la réhabilitation, de la réadaptation par rapport à des gens qui auraient des douleurs, ça c'est souvent le cas, ou orienter vers des renforcements qui sont intéressants en fonction d'objectifs. Alors justement à ce niveau-là, on sait que le crossfit aujourd'hui, programmer pour le crossfit, selon moi, ce n'est pas si simple. Ça joue évidemment sur la subjectivité. C'est impossible d'être complètement objectif dans le crossfit, je pense, c'est un avis personnel. Comment est-ce que toi tu as cette vision du crossfit, comment tu programmerais, en sachant qu'évidemment le crossfit est aussi un sport où il y a énormément de transferts. Je parle notamment sur la gymnastique, on ne fait pas que du strict, il y a du keeping. Je parle sur les principes d'haltéro, etc. Et avant ça, forcément, on passait peut-être sur de la prévention. Ouais, la grosse difficulté, à mes yeux, avec le crossfit, reste de pouvoir tout travailler. Et à partir du moment où un athlète se présente devant moi en disant « Voilà, je voudrais m'améliorer en gymnastique, mais pas perdre mon haltéro, et en même temps améliorer ma résistance à l'effort, et pouvoir gérer ces mouvements-là parce que je ne les ai pas », je prends tout de suite un halt là pour dire « Ok, nous avons des objectifs, nous devons maintenant les échelonner dans le temps et mettre des ordres de priorité. Et clairement, par exemple, ça ne sert à rien de vouloir tel objectif au niveau d'un geste technique que tu n'arrives pas à faire tant qu'on n'aura pas solidifié cette partie-là. » Oui, tout à fait. Et donc, une première chose, finalement, c'est de guider, c'est de ramener l'athlète dans, encore une fois, donner de l'information. Ok, il y a plein de choses qui te passent par la tête. Clairement, pour telle et telle raison, ça ne peut pas avoir un autre ordre que celui-là. Et la plus grosse difficulté à mes yeux, c'est souvent que les athlètes veulent trop en faire. J'ai beaucoup d'athlètes qui me disent « Ouais, ça me semblait
peu, et au final, ben oui, ça m'a mis 1h15, parce qu'ils avaient l'impression que c'était peu de volume quelque part, mais j'ai bien compris. J'ai senti que l'objectif était atteint déjà au bout de la première séance, parce que je comprends le stimulus qui était recherché, et je vois finalement la finalité, parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai pu travailler ça. Et pour moi, c'est pas facile, évidemment. Je n'y arrive pas forcément tout le temps. Mais quand je l'ai, j'ai là ma plus grande satisfaction de pouvoir dire, OK, on a compris, moi et l'athlète, on a pu travailler de concert pour comprendre le process et avoir ce stimulus. Avoir ce ressenti qui nous permet, OK, on va à l'étape suivante et on va pouvoir bosser là-dessus, quoi. Ok. C'est ma vision. J'ai pas répondu évidemment sur comment je programmais. Il y a moyen d'avoir plusieurs visions et c'est tellement individualisé. Ouais, c'est ça. Hein. Et je marquerai juste que par rapport à une programmation CrossFit, c'est mettre des axes de priorité sur lesquels on peut, dans des formats d'EMOM, dans des formats de ForTime, dans des formats d'AMRAP, garder des acquis. Mais encore une fois, ça va être difficile de conserver à la fois des acquis de force par des mouvements de powerlifting ou autres, et des mouvements qui seraient plus techniques, sur des mouvements par exemple gymniques, en même temps qu'amener de la résistance, et puis des parties de conditioning, parce que sinon les sessions sont trop importantes, et la majorité des athlètes qui vont être programmés, en tout cas pour moi, n'ont pas que ça à faire de leur journée. On ne va pas pouvoir placer 2 sessions par jour avec 6 sessions semaine, quoi. Ok, parce que en fait, là, moi, je rejoins un petit peu ton avis, c'est-à-dire que, par exemple, la personne qui me dit, moi, je veux m'améliorer dans le CrossFit, ce domaine qui est tellement vaste aujourd'hui, parce qu'on retrouve de plus en plus d'épreuves sur lesquelles on ne s'attendait pas. Bon, il y a des fois, moi, je trouve que ça part un petit peu trop en vrille. J'aimais bien cette idée du CrossFit qu'on connaissait avant 2012, voire 2014, mais quand il y a eu commencé à faire des pompes en poirier sur les anneaux, etc., bien que ça demande énormément de capacité physique, je trouve qu'à un moment, il ne faut pas trop pousser parce que c'est perturbant pour l'athlète, surtout après des travails où on peut avoir un degré d'homme, donc de courbature très élevé. Imaginons squat lourd, pompe en poirier sur les anneaux, etc. etc. Ouais. Il y a un moment, c'est plus voué aux blessures que justement l'aspect santé du CrossFit. Après, on distingue toujours CrossFit santé, CrossFit compétition. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais par exemple, on sait qu'aujourd'hui, si on doit prioriser, donc individualiser, on doit d'abord aussi contextualiser en fonction de la personne qui vient chez nous pour programmer. Donc, est-ce que tu serais plutôt d'avis à dire, OK, on va se concentrer, par exemple, sur la partie haltéro, si tu veux progresser pour le CrossFit, et que la finalité, en bout de course, c'est savoir inclure ces domaines-là sur lesquels on a programmé pendant 12 semaines, 8 semaines, etc. etc. Donc la partie haltéro, maintien de l'haltéro, ensuite on part sur un skills de gymnastique, ensuite on retourne plus ou moins sur de l'endurance de force, qui est quand même une des bases du CrossFit, pour ensuite voir ce que ça donne sur les WOD. Donc pré-test par exemple des WOD benchmark, et puis qu'à la fin justement on part à nouveau sur ce type de WOD pour voir la progression. C'est une question presque piège, mais difficile à se mettre. Donc, je pense qu'il y a 2 écoles. Une première école qui serait de faire un fonctionnement sur un cycle très centralisé, comme tu dis, haltéro, puis gym, avec peut-être un peu de maintien dedans, et puis après un transfert. J'aime bien, pour moi ça peut être ça. Mais j'ai peur personnellement, et là-dessus on peut revenir sur des discussions de neurotype ou d'affinité de certains. Il y a des gens qui aiment bien savoir ce qu'ils ont un peu, ce qui va arriver, avoir une sorte de contrôle dessus. Ouais. Et puis il y a des gens qui aiment bien du challenge et toujours amener des variations. Et donc là, ça pourrait dépendre en fait finalement de l'athlète qui se présente face à nous. Mais personnellement, j'aime bien un petit peu plus partir vers un axe global qui serait plutôt la finalité, dans lequel je viens rajouter. Parce que pour moi, en termes de marge de progression par rapport à l'athlète CrossFit en tant que tel, pour garder sa motivation, la progression qu'il va pouvoir avoir sur un cycle de 4, 6, 8 semaines et l'implication en énergie et en temps sur le système nerveux, j'ai peur que ça amène plus de frustration chez la majorité des gens. Oui, tout à fait. Chez la majorité des gens, on parle bien de... Voilà, je parle plutôt du sportif amateur qui n'est pas là pour de la compétition à haut niveau, qui n'a pas que ça à investir. Et donc, je préfère inverser le process en lui disant, écoute, au lieu de prendre peut-être 6 semaines pour aller chercher tel objectif, c'est un travail qui va se faire sur 10, 12 semaines, mais il va venir s'impacter. Et donc, tu vas moins avoir cette charge lourde sur le moral de ne faire que ça à un moment et d'en chier quelque part, parce que ça reste quelque chose où il faut beaucoup d'implication, beaucoup de concentration pour réellement aller chercher. Je pense à une amélioration de force pure sur un squat, à un moment il faut se battre avec sa barre, quoi. C'est pas de tout repos, et donc c'est dans cette vision là que j'essaye
de trouver le juste milieu, et ça dépend vraiment de la discussion avec l'athlète dès le départ. Oui, forcément, parce que le facteur motivationnel est assez important, hein, voire en fait le plus important. J'ai déjà donné cet exemple-là, parce que moi j'apprécie beaucoup Christian Thibaudeau, qui a été un élève également de Poliquin, hein, je pense, hein, qui parlait, parce qu'on parlait de neurotype, on va y revenir un petit peu, okay. Mais c'est Christian Thibaudeau qui disait, vous pouvez avoir le meilleur programme du monde, si la motivation, le facteur motivationnel n'y est pas, bien que la motivation amène ensuite à la discipline, là-dessus on est d'accord, si ça n'y est pas, les résultats seront quasi nuls. Par contre, si vous avez un programme moyen, voire pas super, mais par contre que le facteur motivationnel est bien présent pour aller au bout, il est possible, et je dis bien possible, que vous ayez plus de gains à terme en comparaison des deux. Donc moi je suis en grosse partie d'accord avec ça, parce qu'on a discuté avec mon préparateur lors du championnat du monde, c'était je pense le championnat du monde 2018, à terme il m'avait donné des thrusters, moi je supportais pas ces thrusters, genre je déteste ce mouvement, je pense que c'est connu de tous, et j'ai dit à un moment si tu changes pas, je te jure j'ai envie de stopper, quoi, parce que moi je me vois pas progresser, ça me donne pas envie, quoi. Et forcément ça a changé, il m'a dit c'est peut-être pas le meilleur des plans pour toi sur la méthode de transfert, justement en lien avec le jerk, mais je me sentais beaucoup mieux, et au final j'avais fait une performance de plus 25% par rapport à ma dernière perf, donc j'étais assez content à ce niveau-là. Je voulais parler des neurotypes, parce que j'ai pas une grande connaissance dans les neurotypes, j'ai lu ce que je pouvais, notamment via Christian Thibaudeau, les tests qu'il a fait, etc. Je pense que c'est pas une science exacte, les neurotypes. Non, clairement pas. Voilà. Il y a différents types de neurotypes, type 1A, 1B, 2A, 2B et 3. Ouais. Est-ce que tu sais expliquer vraiment dans les grandes lignes, ou justement savoir un petit peu ce que c'est les neurotypes et qu'on peut se baser sur le programme? Déjà, je vais mettre en place 3 choses. Premièrement, il y a Christian Thibaudeau qui fait un super travail par rapport à ça, qui est très très intéressant, et qui lui fait un transfert direct avec les méthodes de programmation, d'entraînement, et ça c'est vraiment top. C'est déjà une très bonne base. Ensuite, il y a un livre très intéressant qui s'appelle Un cerveau à 100%, qui est vraiment très intéressant aussi. Et puis, je suis en train de travailler avec un co-auteur qui s'appelle Frédéric Houdard sur un livre qui va amener le lien entre la nutrition et finalement cet impact neuronal qu'on va appeler neurotransmetteur. Donc pour ça, je vais juste remettre en place les bases. Après, on ne va pas rentrer dans les détails par rapport à tout ça. Ouais. Mais comment fonctionne notre corps? Tout simplement, il va avoir une information qui va être véhiculée par le système nerveux. Et ce système nerveux va avoir besoin de ce qu'on appelle un neurotransmetteur. C'est un peu une clé pour ouvrir une porte. Ce neurotransmetteur est présent naturellement dans notre organisme. Et si jamais on suit la réflexion globale, on va avoir 2 types de neurotransmetteurs qui auraient, dans un premier temps, les premiers types, ce seraient des neurotransmetteurs à action directe. Et puis, dans un deuxième temps, des neurotransmetteurs à action indirecte. Ils mettent plus de temps à arriver, on va dire, pour ouvrir cette porte. Ça, c'est le premier élément qui est indispensable. Ensuite, dans notre manière de fonctionner, c'est comme dans tout développement d'un schéma moteur ou autre. Pourquoi est-ce qu'on est gaucher, droitier? On met en place, d'un point de vue finalement fonctionnement cérébral au niveau d'échanges de relations nerveuses, des schémas qui permettent d'avoir le schéma en chaîne le plus rapide possible. Donc, grosso modo, l'influx nerveux est véhiculé plus rapidement. Et à force d'utiliser ce schéma, il se met en place chez nous. Et c'est beaucoup plus facile pour nous de ramasser quelque chose qui tombe en ayant ce schéma-là qu'en devant finalement aller chercher un schéma où la réponse serait plus lente. C'est la même chose au niveau des neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs vont avoir une activation dans différents systèmes. On va parler du système neurovégétatif, système nerveux autonome, et donc d'une balance entre le para et l'ortho, qui serait un système de mise en place pour pouvoir répondre à, tu vois, c'est le fight, c'est grosso modo le combat, c'est la réaction, c'est pouvoir réagir. Donc on est sur le domaine parasympathique ortho, et sympathique. on est là sur l'ortho, okay. Yes, ou le sympathique, et puis on aurait plutôt le domaine flow, qui est plus la récupération, régénération des réserves, et là on est sur le parasympathique. Et évidemment, l'activation ou non d'un de ces neurotransmetteurs a une influence là-dessus et sur notre fonctionnement. On sait maintenant qu'il y a 2 types de neurotransmetteurs et que, principalement, on va avoir des neurotransmetteurs avec lesquels on va avoir plus d'affinité. Ça ne veut pas dire qu'on ne fonctionne pas avec le reste, ça veut juste dire qu'on a une préférence. Une tendance. Et si on reprend Christian Thibaudeau qui explique ça très très bien, et je me permets ici de le citer, ça va être de dire, on va avoir des personnes qui, reprenons la programmation, l'effort physique, des personnes qui
ont besoin de peu d'échauffement et ont besoin de beaucoup de variations. C'est-à-dire que si on fait un échauffement de 5 minutes, c'est très bien. Si on prend 20 minutes pour s'échauffer, ils perdent un peu le stimulus et puis après ils se retrouvent et ils sont moins performants dans l'entraînement. Ce sont aussi des gens qui, si jamais on les programme sur 8 semaines et que c'est 8 semaines où on va changer le tempo, le nombre de répétitions, mais que c'est un peu cyclique, après 4 semaines, ils vont faire écoute, ça me fait chier, honnêtement. Tout à fait. Ça, c'est un premier exemple. Ce sont des gens qui vont plutôt réagir assez rapidement aussi. C'est des gens toujours en train de réfléchir, en train de partir dans tous les sens. À l'opposé de ça, on pourrait avoir les gens qui, eux, vont fonctionner plutôt avec... il faut de la préparation. Il faut prendre le temps d'activer, de venir stimuler certaines choses. Une bonne préparation, par exemple, d'échauffement. Une bonne mise en place avec du travail accessoire. Puis après, travailler le mouvement, ok. Et c'est quelqu'un, si après 2 semaines, on arrête de travailler le jerk, on dirait, écoute, ça fait 2 semaines qu'on travaille, je commence à avoir un bon feeling, je me dis que maintenant, je pourrais commencer un travail efficace, et toi, tu es en train de venir me faire un autre mouvement. Qui sont parfois un petit peu perturbés par le changement, qui aiment justement avoir quelque chose sous contrôle, planification. Et là, on est quasiment presque dans le type 3, c'est ça? C'est ça. Donc là, j'ai parlé vraiment du type 1A, pour aller après vers le type 3. Et donc, c'est pour montrer les extrêmes. Et donc, on a le gars qui va toujours un peu réfléchir au dernier moment. Tiens, on ferait quoi ce soir? Et puis, il y a l'autre qui dirait, donc pour Noël 2022, je te propose qu'on aille à tel endroit. C'est un peu les extrêmes, quoi. Ouais, et ça se reflète justement dans la vie de tous les jours. Donc quand on discute avec quelqu'un, alors il y en a qui disent on n'est pas à 100% type 3, on n'est pas à 100% type 2. Oui, il y a des fois on réagit un petit peu différemment, on arrive à avoir un recul par rapport à certaines situations. Mais moi, ce que j'apprécie en fait dans ce domaine-là, bien que ça soit pas une science exacte. Voilà, prouver une science exacte à 100%, c'est savoir déceler via certaines situations, quand on discute avec la personne, vers quoi on peut le tourner, vers quel type d'entraînement il sera plus performant que d'autres. Et ça revient un peu à la question dont on parlait juste avant. Et pour être même plus précis que ça, on peut trouver une comparaison directe avec des recherches scientifiques qui ont été faites sur le comportement individuel au niveau de la psychologie, qui a été fait juste après la guerre d'ailleurs, pour pouvoir comprendre quels étaient les modes de fonctionnement des personnes. J'ai plus les termes en tête, mais grosso modo, c'était catégorisé sur différents types, en l'occurrence 16 profils. Ça permettait d'avoir 16 profils. Je pourrais essayer de retrouver le lien pour le mettre ici dans la vidéo. Mais ces 16 profils psychologiques ont été prouvés scientifiquement comme quoi on avait une tendance à être intuitif émotionnel, ou voilà, ça peut être un exemple. On peut trouver une corrélation, mais si jamais on regarde, ici on prend 16 profils, mais 16 profils qui mettent des grandes lignes par rapport à 186 sous-profils. Et c'est un peu l'idée ici. Ce que Christian Thibaudeau a fait est génial parce qu'il essaye de trouver avec plusieurs neurotransmetteurs qui seraient très présents ou peu présents, très utilisés ou peu utilisés, finalement, des profils un peu de fonctionnement pour traduire des grandes lignes. Mais évidemment, on est tous individuellement différents et on ne peut pas se résumer en 5 catégories. Et c'est ça, en fait, la force du truc, c'est de trouver une tendance et d'essayer de déceler des éléments. Et finalement, lui nous apporte des outils pour dire « Ok, il faudrait que je pense plus à ça ou que je pense plus à ça par rapport à ce profil d'athlète. » Oui, tout à fait. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant dans le neurotyping. D'ailleurs, je pense que lui-même, sur son site, il y avait un moment, il proposait, je me demande s'il le propose encore d'ailleurs, un test pour savoir vers quel type de neurotype on se tourne. J'en ai créé un sur Excel. J'ai testé le truc, j'ai essayé d'avoir... En fait, il y a moyen de trouver, et c'est pour ça je vous conseille de lire Un cerveau à 100%, où le gars permet de mettre en évidence sur des déséquilibres au niveau de neurotransmetteurs qui seraient surutilisés ou qui seraient sous-produits quelque part, via des questionnaires, des changements du comportement. Et donc, on va avoir, selon lui, je me permets de faire la transition parce que justement... mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Il va avoir un profil qui va être quelle est notre préférence, quel est notre neurotransmetteur préférence. Lui, il prend 4 neurotransmetteurs. Et puis, il va voir quel est notre neurotransmetteur déficitaire pour le moment, par exemple. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de faire une comparaison entre quel est notre profil de fonctionnement et est-ce qu'il y a celui-là qui ne va plus bien ou est-ce qu'il y a autre chose. Et là, on aurait une déficience. Et c'est la déficience dans le temps avec des grosses variables qui ferait qu'on pourrait le changer. Et lui propose des solutions, et ça, c'est encore plus intéressant. Et la première solution, il dit, quelle est la première source pour produire un neurotransmetteur? C'est la source alimentaire. Et dans cette source alimentaire, quel va être un élément nutritif précurseur par rapport à ça? Alors,
la grosse difficulté, c'est que parfois certaines questions sont dans les différents neurotransmetteurs et que son questionnaire est un questionnaire assez compliqué qui parle de choses plutôt parfois intimes et qui peut être difficile. Déjà, ça prend du temps à être rempli et ça peut être difficile à mettre en place avec le patient pour pouvoir, ou avec le client, pour pouvoir comprendre finalement et lui dire derrière, bah, écoute, je suis en train de te demander comment ça se passe au niveau sexualité, mais c'est pour moi mieux de programmer sur ton squat. Ouais, c'est quand même... Et voilà. Mais ça reste intéressant et ça permet en tout cas d'avoir un ordre d'idées. Et c'est pour ça que quand j'ai pu lire ça, j'ai trouvé de l'intérêt, j'ai pu comparer avec d'autres choses, puis j'ai pu faire des recherches dans d'autres domaines par rapport aux neurotransmetteurs et d'amener finalement une approche beaucoup plus simple, beaucoup plus pratico-pratique était un des intérêts et on travaille là-dessus dans un livre, quoi. Donc on va regarder. Et ce test-là que tu as mis en place, c'est toi qui l'as mis en place, hein, là? Les questionnaires existent dans le bouquin, donc j'ai juste transformé ça en Excel, quoi. Ok, magnifique. Et tu penses que cet Excel, tu le gardes de manière privée ou est-ce que tu comptes le mettre, je sais pas moi, en ligne sur un site ou autre? A priori, pour l'instant, je le gardais de manière privée, mais ça peut toujours, à l'occasion, je peux toujours aussi le transmettre. Ça peut être super intéressant, voilà, mais si de toute façon, on remettra le livre ici aussi en description. Tout à fait. Si jamais il est dispo, on le mettra sinon. Oui, il est toujours dispo, il est en vente. Ouais, ben voilà. Même s'il y a quelques années. Donc voilà, du coup j'avais d'autres questions, mais ça m'est sorti de la tête. On était en train de parler des neurotransmetteurs. Yes. Je voulais aussi... Ah, dis-moi. Non, on avait toujours... Il y avait la question du lumbago qui était restée en... On n'avait pas totalement question du lumbago, mais... et je voulais aussi juste revenir évidemment entre cette corrélation de douleur là. C'est par exemple, quand on a des douleurs au genou, les gens disent évidemment ah tiens j'ai mal au genou, j'ai été faire mon IRM, mon scan et là je vois que j'ai rien au genou et je ne comprends pas, et en fait c'était justement savoir qu'en fait il y a toujours des liaisons, par exemple liées à la hanche, à la cheville dans le cas du genou. Par exemple dans mon cas, pendant tout un moment on disait à tort et à travers, surtout avec la pratique de mon sport et la posture un petit peu particulière que cela implique, c'était ouais, j'avais des douleurs au dos qui survenaient, mais des douleurs au dos seulement dans un certain type de mouvement, quand je me penchais vers l'avant. Et en fait, c'était lié à quoi? C'était notamment lié aux fessiers qui étaient beaucoup trop contractés et qui se répercutaient en fait sur le dos. Mais le dos n'avait absolument rien. Et c'était là que je voulais en venir aussi. Donc on parlait de lumbago, on parlait un petit peu les liaisons de douleur. C'est pas parce que tu as mal là que c'est nécessairement là qu'il y a un problème. On peut peut-être en parler plus globalement. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est ce que moi j'appelle mon petit casse-tête chinois du quotidien et que je pense que les praticiens, que ce soit des thérapeutes manuels, que ce soit des ostéopathes, des chiropracteurs ou des gens qui essayent de voir le patient dans une vue plus holistique, c'est ce qui occupe leur quotidien si jamais ils se donnent les moyens évidemment d'avoir les outils pour pouvoir tester ça. Mais c'est la recherche. Ouais. Et honnêtement, j'avais l'occasion de discuter avec un ami avec qui j'aime bien discuter de ça. Ça fait longtemps que j'ai plus vu, mais c'est Jacques Dayer. Et la question était, on aime bien se challenger, la question était, tiens, quelle est la cause? Il a eu l'occasion de me former dès les débuts et il disait, voilà, c'est toller causam, traiter la cause. Et quelque part, on est toujours à la recherche de cette cause qui occasionne une douleur. Et très souvent, dans beaucoup de cas, la cause n'est pas locale, mais elle est à distance. Et donc, le challenge est finalement de trouver ce chemin. Et les conclusions qui arrivent, et finalement, je n'ai pas encore de réponse précise, dans nos discussions, on n'en a pas eu, c'est qu'il y a rarement une seule cause. C'est souvent un cumul de choses. Et on va partir sur un truc qui est complètement parallèle, qui s'appelle l'épigénétique, un petit peu. Ouais. L'épigénétique qui définit quelque part que c'est un contexte qui fait que quelque chose se met en évidence, se matérialise. C'est le fait d'avoir plusieurs choses réunies qui font déborder le vase. Et c'est ce débordement de vase qui peut correspondre à l'inflammation, à la douleur qui se matérialise. Mais si ce contexte n'est pas réuni, a priori, il n'y a pas. Et donc, on pourrait parler de compensation, de phénomène de compensation, où on ne sait plus compenser. Moi, j'aime bien une image que j'utiliserai ici, c'est de comparer l'individu à un verre d'eau. Ou un shaker si on veut, ça dépend si on est sportif ou pas, mais grosso modo, on a une taille de verre qui est différente, donc tu as peut-être un verre plus grand que le mien ou inversement, et on va par notre quotidien, nos activités quotidiennes, que ce soit d'être assis, d'utiliser une voiture haute, une voiture basse, de faire tel type d'activité haute, remplir ce verre d'eau. Les conditions psycho-émotionnelles sont importantes aussi, les conditions de travail influencent, et donc ça remplit ce verre, et quand ce verre déborde, il y a un symptôme qui en découle. Et ce symptôme doit être traité. Ce symptôme peut être
une dépression, ça peut être une douleur localisée, ça peut être une douleur dans le mouvement, ça peut être un inconfort général. Et finalement, l'objectif du praticien, qu'il soit sur l'aspect psycho-émotionnel, physique, fascia, massage, c'est de vider ce verre. Et moi, je dis toujours à mes patients, le meilleur moyen de vider ce verre, c'est les vacances. Parce que ça va enlever certains facteurs. C'est vrai que c'est hallucinant justement parce mais on en revient de nouveau, on parlait de neurotransmetteurs, il y a aussi le terme neuromédiateur, où on retrouve notamment GABA, il y a 4 neuromédiateurs qui sont vraiment primordiaux pour lutter contre la situation anxiogène notamment. Et justement, on commence à avoir une vibe positive parce qu'on parlera un peu de la médication, etc., de certains médecins qui prédisent de la médication plutôt que justement prédire des vacances, lutter contre la dépression, l'activité physique. Là où je suis content, c'est que même si c'est plus facile de critiquer que de voir le positif, je trouve qu'on est dans une ère, même s'il y en a encore, et il y en a encore, c'est vrai, d'avoir des personnes qui commencent à dire l'activité physique, les vacances, le bien-être peut vous aider à aller mieux. C'est ça qui est important. Parce qu'il faut le mettre en avant. Quand il y a du bon travail, il y a du bon travail. Et c'est plus facile souvent de critiquer et dire « ouais, mais c'est encore l'avis d'un médecin généraliste, etc. » Parce qu'on l'entend tous les jours dans une salle de sport, via des coachs. Moi-même, j'ai déjà sorti. Que de dire « ok, ça, c'est vraiment du bon travail. C'est un bon médecin. C'est un bon ostéo. C'est un bon kiné. » Ouais, c'est difficile. Et ça, c'est finalement la facilité. Après, je reviendrai à ce que je disais, mais la facilité... On va avoir beaucoup plus facile à transmettre un message négatif qu'un message positif. Et cette période le montre aussi, mais un avis négatif va très vite être transmis en disant ne va pas chez telle personne parce que ça va pas. Ouais. Alors que quand on a eu une expérience positive, on va avoir l'impression qu'on veut le garder pour soi et on va pas forcément dire va chez cette personne, elle est excellente. Et ça, c'est vrai que c'est très marqué et c'est pour ça qu'une réputation se fait avec beaucoup de temps et très difficilement, mais se détruit très facilement. Et le corps humain, c'est la même chose. Il se détruit très facilement, mais il met beaucoup de temps à se reconstruire. Et ça, il faut être capable de l'entendre et dire, ok, c'est vrai, ça fait 10 ans que je suis en train de mettre mon dos à mal, mais moi, j'espère qu'en une séance de 40 minutes, tout va être réparé. Attendez. Ouais, mais c'est vrai. Et c'est vrai, c'est totalement vrai, parce que je me reconnais dans ce cas de figure où, tu sais, des fois, en tant que compétiteur, surtout à l'international, c'est que tu es tellement aveuglé par la performance, tu as tellement donné d'énergie pendant 3 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, que tu as des douleurs, tu sais que ces douleurs sont là, mais que tu es tellement proche de ton objectif d'aller à la compétition que tu es prêt à te mettre dans le mal, quitte à finir 3 mois en chaise roulante parfois. Mais c'est un sujet qui est parfois compliqué avec madame d'ailleurs, mais... juste pour cet objectif. Et on ne comprend pas des fois à se dire mais pourquoi tu te butes comme ça, tu vas détruire ta vie. Et d'un autre côté, tu es tellement aveuglé, tu es tellement dans cette optique, je vais accomplir quelque chose de ma vie, que tu mets ton corps à mal et puis après tu payes les pots cassés et tu dis ouais mais de toute façon je vais aller chez le médecin ou je vais aller chez l'ostéo et ça va aller mieux, en 40 minutes il va me soigner. Impossible, on va pas se mentir. Et là on repasse par des processus qui sont justement de l'ombre. Yes. Ouais, et donc, et là-dessus, je rejoins à 100% évidemment par rapport à ma position, que ce soit de thérapeute ou ma position finalement parfois d'athlète qui elle serait prêt à se challenger un peu plus ou à accepter d'encourir certains risques. Et là, on part sur d'autres travers. Pour revenir à mon petit verre d'eau, juste pour terminer ça, parce que j'aime bien utiliser cet aspect-là, et ce que tu dis là représente un intérêt. Donc, on a des manières de vider ce verre d'eau qui serait d'aller voir un professionnel, paramédical, médical, ou en tout cas quelqu'un qui nous permettrait finalement de vider ce verre. L'objectif du praticien, évidemment, c'est de vider le maximum le verre. Et c'est pour ça que des vacances vont vider le verre, mais pas totalement. Et c'est pour ça que parfois, on peut avoir plus un intérêt à aller voir un psychologue, ou aller voir un ostéopathe, ou aller voir un kiné, ou aller voir un masseur, ou un énergéticien, enfin bref. Voilà, on part dans tous les travers, et je voudrais citer tout le monde pour que tout le monde évidemment y trouve sa place, puisque je pense que c'est vraiment, encore une fois, c'est global, on peut parler du préparateur physique, du coach. Mais il y a aussi des éléments qui pour moi présentent un gros intérêt, c'est le sable qu'il y a dans ce verre. On oublie souvent de parler de ça, et moi je donne l'exemple le plus concret, c'est je sors toujours de mon bureau, de ma chaise de bureau, en tournant vers la gauche. Je sors toujours de ma voiture parce que je la conduis vers la gauche. Ouais. C'est une asymétrie que j'installe. Alors ici, ça montre un tout petit détail, mais ça peut être, j'ai une arthrodèse dans le dos et donc j'ai une vertèbre qui ne bouge plus.
c'est j'ai une perte de vue à gauche, et donc d'office, je compense souvent avec la droite. Ou même chose au niveau d'une oreille. Ça, c'est du sable qu'on met dans le verre et qui finalement diminue la taille de notre sable. On a deux solutions. Soit on prend conscience qu'il y a ce sable et que donc on a une moins grande capacité d'adaptation, soit on essaye d'enlever ce sable. Et ça peut être, je sors 3 fois de ma chaise à gauche, volontairement, je sortirai 3 fois à droite pour ramener l'équilibre. Je passe 15 heures en flexion dans ma voiture, je décide de faire de l'extension quand je rentre chez moi pour rééquilibrer, ramener une balance. Et ça, c'est important aussi de le rappeler, parce que souvent, on parlait de posture tout à l'heure, mais souvent c'est ça, c'est ce déséquilibre-là qui s'installe dans le temps, parce que je répète mes 3 rotations à gauche tous les jours, mais qu'au bout de 100 jours, je l'ai fait 300 fois, mais c'est 300 fois de moins que ma rotation droite. Et ce déséquilibre, il commence à s'installer. Les petits détails qui font de grandes conséquences, c'est ce petit sable qui s'accumule et qui fait qu'à un moment, oui, ça fait 10 ans que je ne m'étire jamais, je ne peux pas avoir de souplesse puisque mon corps ne va pas maintenir cette souplesse pour moi, quoi. Puisque je ne l'ai pas travaillé, je n'ai jamais décidé d'aller travailler dans cette amplitude-là, mon corps ne va pas le garder pour moi, il n'y a pas d'intérêt. C'était à moi de le travailler, de maintenir cet équilibre. Il y a ces personnes qui regardent et qui disent « Ouais, mais moi, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps de faire ça parce que j'ai une vie de famille. Alors oui, c'est très bien de nous dire ça, que je dois refaire des extensions si je me reconnais dans le cas d'un représentant qui est dans sa voiture. » Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que est-ce que ça prend 1 heure de juste remobiliser un petit peu comme ça, par des mouvements simples qui peuvent peut-être aider à long terme? Il y a une balance qui est de moins faire ce qu'ils font si c'est possible. Donc ça, c'est la première chose. Je prends l'exemple de la voiture pour le commercial qui doit faire 15 heures par jour, pour un exemple vraiment extrême. S'il me dit non, moi je dois nourrir ma famille, etc., je lui dis ok, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que tu sais faire quelque chose pour compenser? Ah oui, c'est le faire, tant mieux. Non, je ne sais pas, j'ai pas le temps. Ok, alors, prenons conscience que ça va te limiter. Et tu dois savoir que ça va amener quoi? Ça va amener une augmentation de la présence de ce genre de mots dans le temps, avec une aggravation. C'est-à-dire que la personne venait peut-être tous les 6 mois. Je prends un exemple où elle vient se faire soigner chez moi. Et tous les 6 mois, on doit remettre des choses en place, redonner de l'information, corriger certains déséquilibres. Ça va devenir 5 mois, puis ça va devenir 4 mois. Et donc, je ne vais pas dire que ce n'est pas le coût que ça représente, que ce soit en temps ou en argent, qui est là mis en évidence. C'est juste que tout ça va faire que sa capacité d'adaptation va encore diminuer parce qu'il reste encore dans un secteur, dans un côté finalement de cet équilibre et ne va plus jamais de l'autre côté, ce qui fait que cet autre côté diminue aussi, sa capacité de l'autre côté. Et c'est des gens qui, au bout de 10 ans, de la flexion, ça va très bien, mais l'extension, dès qu'ils vont s'étendre un petit peu, on a l'impression qu'ils sont juste droits et qu'ils n'arrivent pas à partir vraiment vers l'arrière. Et ça, c'est assez intéressant aussi de le mettre en évidence. C'est justement que on ne se rend compte de ça que presque quand il est trop tard. Parce que je n'ai jamais eu besoin de ça, et puis un jour, j'ai dû repeindre mon plafond, et en fait, j'ai eu une douleur à l'épaule, et j'arrivais plus vraiment... Normal, il n'y a aucune extension lombaire. Il n'y a rien. Donc l'épaule doit trinquer. Puisque le dos ne veut pas encaisser une partie du travail et répartir, on parlait de 50% gauche-droite sur les genoux, là c'est 50% du travail, mobilité épaule, mobilité dos, 50-50. Et comme il n'y a plus cette répartition, 100% va sur l'épaule, l'épaule qui évidemment n'a pas l'habitude de travailler en l'air, puisque c'était plutôt un métier bureautique par exemple. Et on en vient justement au fait de savoir se mouvoir, que l'être humain est fait pour se mouvoir, quoi. Exact. Ok. Est-ce qu'on a traité la majorité des sujets? Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel on n'a pas encore rebondi? Parce que je vois que tu prends des notes en même temps. Tu fais bien d'ailleurs. Non, j'aime bien regarder une idée. Il y avait le lumbago sur lequel tu avais posé une question qui était de dire... Oui, une espèce de spasme musculaire. Voilà. C'est ça. Hein. La définition de lumbago, encore une fois, c'est principalement... Le ago, là, à la fin, c'est algie, quelque part, lombaire. Donc ça veut encore une fois tout dire et rien dire. Donc c'est vraiment une problématique. Maintenant, si on prend le lumbago qu'on peut dire torticolis, quelque part, c'est principalement en fait un changement de position qui est rapide, trop rapide, par rapport à l'articulation. Et donc l'articulation est 2 surfaces articulaires avec du cartilage qui sont l'une sur l'autre. Et il y a une capsule articulaire. Et en fait, lorsqu'on fait ce mouvement et qu'on revient, on va avoir un coincement de la capsule articulaire qui reste à l'intérieur. Donc je ne récupère pas la totalité. Et donc j'ai ce blocage. Ça, c'est le lumbago plus classique au niveau ostéo-articulaire. Donc os contre os. Après, on peut avoir ce faux mouvement qui peut ne pas amener une compensation directement ostéo-articulaire, mais plutôt musculaire, avec un spasme. Spasme musculaire parce que finalement, j'ai été rechercher une contraction très élevée.
c'est de l'étirement qui pourrait être intéressant. Donc c'est encore une fois le mouvement dans un premier temps, que ce soit un mouvement au niveau des structures articulaires. Il y a une amplitude où elle veut pas aller, mais c'est en mobilisant qu'on va pouvoir retrouver du confort, que ce soit par une technique de thrust si on va chez l'ostéo, mais il y a des techniques douces, il n'y a pas que des techniques rapides, donc on peut aller avec des techniques douces, redonner du confort du mouvement, de l'appui articulaire. Et au niveau musculaire, c'est la même chose, amener un relâchement pour refaire passer du sang, éliminer les toxines et renourrir le tissu qui était en souffrance. Mais principalement, les blocages qui arrivent comme ça au niveau du bas du dos, qui soient, ici on parle de musculaire, ou d'ostéo-articulaire sur des mouvements, voilà, c'est très traumatique, c'est hop, je fais mon faux mouvement. C'est souvent dû en fait à un manque d'activation au niveau du gainage, la sangle abdominale et lombaire, à un moment donné. Et là, les gens se disent toujours, ouais, mais c'est parce que j'ai fait un deadlift lourd. Pas forcément. J'ai des patients qui se font ça en soulevant une feuille de papier. Mais c'est juste que dans cette composante de mouvement, le gainage n'est pas optimal pendant un dixième de seconde. J'aime bien utiliser cet exemple pour montrer par exemple des blocages sacro-iliaques, donc vraiment au niveau du bassin, sur une différence de 3 mm au niveau d'une marche. Il faut savoir que notre corps, lorsqu'on marche, le pied passe toujours à 3 mm du sol. Et si jamais il y a cette petite différence, on est à 3 mm pile, le pied ne va plus passer au-dessus du sol, il va le toucher. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas remarqué qu'il y avait une différence. Ça veut dire qu'automatiquement, on est toujours fait pour fonctionner comme ça. Et là, on ne l'a pas, notre pied touche. Et donc, il y a quelque chose qui n'était pas prévu qui se passe. Et donc, quand on loupe cette marche, quand on loupe cette petite différence de 3 mm, ou lorsqu'on soulève cette feuille et qu'on n'était pas gainé, c'est juste ce manque d'activation qui fait que du coup, là, la structure n'est plus verrouillée. Et c'est ce manque de verrouillage qui amène une réponse qui n'est pas habituelle. Une contraction maximale d'un muscle ou un dérapage sur une articulation. Je voulais aussi parler de la médication. Et quand on parle de deadlift, en fait... donc c'était prédire des médicaments dans le cas de traitement. Je voulais également parler du deadlift juste avant dont tu parlais. Par exemple, qu'à un certain moment donné, à un instant T, le deadlift n'était pas optimal. Enfin, la préparation pour le mouvement de deadlift n'était pas optimale. Je voulais juste avoir ton avis sur la fameuse hyperextension locale. Donc vraiment aller creuser le dos au maximum, parce que moi, c'est des conseils que j'ai reçus, forcément que j'ai reçus de coach, que j'ai retransmis aussi, mais aujourd'hui, avec du recul, avec la lecture, etc., les formations également, est-ce que creuser le dos de manière significative en deadlift est réellement bénéfique pour la performance, et à contrario, est-ce qu'il ne peut pas justement être dangereux? Alors, on revient à l'explication par rapport à la posture, etc. Dans un premier temps, ma réponse serait déjà de voir la morphologie de la personne pour voir si c'est réellement une hyperextension ou si c'est une position qui reste physiologique pour elle. Je dirais ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, les positions extrêmes sont quand même à proscrire dans le sens où ce n'est pas dans ces positions-là où on a le plus de force. Je prends un exemple. Réaliser un mouvement de presse avec mon épaule, il n'y a pas de souci. Maintenant, s'il s'agit de commencer à appliquer de la force avec le bras en l'air, je suis dans une aptitude où je n'ai pas forcément l'habitude, personnellement, de mettre de la force dans ces conditions-là. Par contre, de pouvoir amener une charge au-dessus de ma tête, que ce soit strict ou en dynamique, ok. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc il faut voir si jamais la position de fin de course est là où je suis capable d'appliquer le plus de force, surtout qu'au niveau lombaire, on est avec des bras de levier qui ne sont pas intéressants. Tout simplement, ça demande plus de travail musculaire par étage. Donc avec des bras de levier plus favorables, ça pourrait déjà être intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir sur des dos ronds, on est bien d'accord. Ouais, non, ça d'office. Et encore, parce que quand on voit un dos rond, souvent, on ne voit pas que le bas du dos est en bassin neutre ou légèrement creusé, et que le haut, parce qu'il y a des deadlifters qui l'utilisent justement, notamment des powerlifters. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et c'est là-dessus que je vais amener finalement ma conclusion par rapport à ça. C'est que le dos soit dans cette tranche de mouvement qui représente une certaine normalité, mais qui ne soit pas une position extrême. Le plus important au final sur le mouvement de deadlift, c'est que pendant l'exécution du mouvement de deadlift, ce soit un mouvement de pivot sur la hanche, et que donc on ait une unité et un bloc solide au niveau de la colonne. Que la position soit en légère flexion, ou en tout cas en position en légère délordose, ou en position de lordose un peu plus majorée, tant qu'il n'y a pas de mouvement de cette colonne pendant le deadlift, et que ça c'est bien localisé au niveau de la hanche, a priori, on est dans une position sécuritaire pour le dos. Ok, magnifique.
Bah ouais, moi j'aimais toujours donner aussi cet exemple parce que souvent on entend ouais mais il a le dos rond, il va se blesser, ça va être dangereux, ou à l'inverse ouais c'est beaucoup trop creusé, enfin bref on a rebondi là-dessus, mais c'est donner aussi cet exemple, ok si on part juste du principe que la surcharge peut te blesser au niveau du dos parce que tu as le dos rond, quand tu prends un nouveau-né dans les bras ou qu'il y a un enfant qui court vers toi et que tu le prends dans tes bras, ne me fais pas croire que tu penses de manière instinctive à gainer le dos, garder le bassin neutre, incliner correctement la poitrine pour prendre l'enfant dans tes bras. Donc, ok, on n'est pas en train de parler d'un deadlift à 200 kg ou quoi que ce soit, mais on est juste en train de parler de surcharge, quelque part. C'est pas pour autant que ça te blesse, mais qu'il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en ligne de compte. Tout à fait. Il y avait la médication. Mhm. Là, ça, pour moi, c'est important, parce que je suis d'accord. En fait, mon avis là-dessus, comme tu dis, il faut parfois savoir nuancer. Avant, j'avais un avis très soit noir, soit blanc, il n'y avait pas entre les deux. Forcément, à mesure du temps, on lit, on se renseigne, on rencontre d'autres professionnels, notre avis change. Ou alors, ça veut dire que quelque part, on n'a pas envie de progresser. Tout à fait. Mais il y a un truc sur lequel je reste un petit peu sceptique, c'est notamment, ok, vous avez mal au dos, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, on va vous donner ces médicaments, ça ira mieux. Et on parle de traitement, mais pour moi, en fait, le problème, c'est que parfois, les médicaments qu'on nous donne, et dans certains cas, je dis bien dans certains cas, ils sont bénéfiques, c'est important, bien sûr, mais ça va soigner la douleur, mais ça ne va pas peut-être aller chercher l'origine du problème. Et c'est là où j'ai un souci, c'est que souvent on s'arrête à ça, puis on s'étonne que ça nous retombe dessus, et encore, et encore, et encore. Oh, c'est pas grave, je vais prendre des anti-inflammatoires. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là ? Je vais utiliser une image très simple, c'est que pour moi, le fait d'utiliser une médication en première intention n'est pas mauvais. Et encore une fois, c'est très bien de s'en référer à ce médecin, que ce soit des généralistes, des spécialistes par rapport à une problématique. Et il faut éviter d'arriver au moment où on met juste un pansement sur une plaie et on n'essaye pas de comprendre pourquoi cette plaie est apparue. Ben voilà, donc en fait, je vais juste rebondir là-dessus pour ceux qui nous regardent et qui peuvent être un peu choqués, parce que je sais que quand des fois c'est des propos qui sont un petit peu heurtants, je tiens quand même à féliciter déjà la personne qui prend la démarche d'aller chez le médecin. Ok, je suis pas en train de contredire ça. Au contraire, c'est très bien plutôt que se dire ouais non c'est pas grave et au final je vais pas voir quand même quelqu'un. Tout à fait, tout à fait. Et donc là-dessus, c'est très important. Et d'ailleurs, je rappelle personnellement que je ne suis pas habilité à faire des prescriptions de médicaments et que donc mes compétences en termes de connaissances par rapport à une problématique et tel médicament sont nulles, je vais dire. Et donc ça, c'est pas du tout de mon ressort. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de bien mettre en évidence que oui, la prise d'antidouleur ou d'anti-inflammatoire peut avoir un intérêt pour rendre du confort, de la capacité de mouvement, ne fût-ce que pour venir par exemple en traitement chez moi en ostéo et me permettre de mobiliser la personne pour pouvoir la corriger et pas avoir finalement un bloc qui ne bougerait pas. Ça, c'est une première chose. Après, pour avoir soigné, discuté avec des médecins qui soient spécialistes ou pas, les impacts nocifs sont aussi présents, que ce soit sur des inflammatoires, sur les reins, etc. Donc, il y a aussi beaucoup de conséquences négatives et c'est là-dessus qu'il faut vraiment mettre un halte là. Et il faut revenir à l'essentiel qui est de dire pourquoi est-ce que je prends ce médicament ? Est-ce que ce médicament a une vision juste de masquer la douleur et puis après je vais remettre un coup dessus ? Ou est-ce que ce médicament dit juste ok, je vais masquer la douleur parce qu'ici j'ai eu un phénomène inflammatoire, j'ai eu un phénomène douloureux qui va me permettre derrière de faire en sorte que ça ne se présente plus. Et c'est là-dessus, je pense que ta question pose vraiment, c'est de dire quel est l'objectif final de cette médication ? Est-ce que cet objectif n'est pas juste de trouver une solution facile, peu invasive, qui demande peu de temps et qui est très très facile à mettre en place, sans pour autant finalement vouloir travailler sur le fond du problème, qui va être est-ce que d'un point de vue athlétique, même, je parle de très amateur, est-ce que j'ai les capacités physiques finalement pour supporter le travail que je fais au quotidien ? Je déplace des sacs de 25 kg, le nombre de personnes que j'ai vues et je leur dis ok, donc tu vas à la salle ? T'es fou quoi, ma salle c'est mon métier, je transporte des sacs de 25 kg, jamais eu d'ergonomie, jamais eu de préparation. Je donne l'exemple toujours le plus parlant. Le plus parlant pour moi c'est le suivant, je n'ai jamais fait de travail en tant que serveur dans un bar et je décide d'y aller. Et mon job va donc être de transporter des verres, un verre d'eau. Et je donne toujours l'exemple, j'ai des biceps, j'ai de la force, je suis capable de soulever ce verre d'eau. Ce verre d'eau fait peut-être 25 centilitres. Mais je vais demander à la personne de tenir ce verre pendant 4-5 heures. Ce verre n'est pas lourd, j'ai des capacités physiques,
Mais je n'ai jamais préparé mon muscle à soulever 250 grammes pendant 4-5 heures. Et on arrive justement à une distinction de tout ce qui est force absolue, force relative et même force spécifique. Tout à fait. Voilà. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que la personne, en présentant ça avec 250 grammes, ça a du sens. Mais si on parle d'un sac de sable de 25 kilos, ça n'a aucun sens. Et puis, le job, il faut quand même le faire, quoi. Mais oui, mais mettons les conditions optimales. Certes que maintenant, athlétiquement, il peut s'en sortir, son corps s'adapte. Dans le temps, non. Et donc, souvent, on oublie juste de dire que par rapport à l'effort de 4-5 heures, il faut un temps de récupération. C'est comme une préparation physique, au final. Si jamais j'accepte de devoir faire un 4x6 en deadlift, nécessite 72 heures de repos avant de refaire du deadlift, ou un travail excessif ou avec de grosses charges sur ma chaîne poste. Bien sûr. Pourquoi est-ce que je ne le comprends pas avec 4 heures avec un verre de 250, de 250 millilitres? Et c'est assez dingue, mais de pouvoir dire, voilà, il y a ce côté spécifique, il y a le fait de pouvoir préparer le muscle à réaliser l'effort. Et moi, je donne toujours l'exemple, c'est l'objectif au final, c'est quoi? C'est d'être sûr que mes capacités physiques soient un peu plus élevées que ce que mon corps me demande au quotidien. Parce que le jour où je serai malade, le jour où je serai moins en forme, j'aurai de la fatigue qui sera mise, j'aurai plus les mêmes capacités. Et donc, je dois être capable de travailler à 120% de ce que je suis. Et donc, là, j'aurai les réserves. Ici, la personne qui fait ça et qui accumule ce volume, qui ne récupère absolument pas, le jour où elle tombe malade, elle n'est pas bien, elle doit continuer à encaisser ce volume. Et on était déjà au-delà de ces 100%. Et donc, elle ne pourra pas aller chercher. Et c'est là que la blessure apparaît. C'est parce que, par rapport à cette capacité d'adaptation qu'on pourrait mettre en évidence, dès qu'on va devoir dépasser ce 100% acquis par le travail quotidien, c'est ton 100%. Le 101%, il va te blesser. C'est sûr. C'est sûr. Et le 101%, il n'apparaît pas parce qu'on se lève plus lourd, mais parfois parce que nos capacités du jour, notre 1RM, c'est la 1RM du jour, mais notre capacité du jour est beaucoup moindre parce que j'étais affaibli par de la fatigue, j'ai un gros stress familial, ça ne va pas du tout avec madame, et ainsi de suite, quoi. Et c'est là que finalement la blessure intervient et on parle toujours d'activité du quotidien sans forcément parler d'activité physique. Ok, super. Franchement, très bien résumé. Je pense que tout doucement notre podcast, Sportcast, touche à sa fin. Ouais. Il y a juste une dernière question. Ce serait savoir, en dehors du fait qu'on sait qu'il faut bouger, qu'aujourd'hui on est de plus en plus assisté, que ce soit par les tablettes, les smartphones, le fait qu'on soit beaucoup au bureau, le fait qu'on soit beaucoup dans sa voiture. Est-ce que tu as des conseils quotidiens, des petits avis, des petits conseils tout simplement à donner aux personnes qui nous regardent? Alors c'est une très bonne question et évidemment la réponse doit être oui. Et on est en train de travailler avec un ami suisse qui s'appelle Renaud Pirenne. Que je connais. Voilà, Renaud, qu'on avait travaillé. On est en train de travailler sur un petit fascicule, un petit livre justement qui pourrait donner des outils, que ce soit pour la personne plutôt sportive ou la personne de bureau, sur quelles sont les adaptations à faire dans le quotidien et les exercices. Et les premières indications, et ici je réponds déjà à une partie, c'est de pouvoir dire il faut un espace de travail qui soit ergonomique. Dans un premier temps, il faut rendre les conditions de travail, on parlait de contexte par rapport à l'épigénétique tout à l'heure, il faut rendre les conditions de travail qui soient favorables et optimales. Et encore une fois, il faut éviter d'aller dans la constance. La constance, ça peut être la position assise, ça peut être de toujours travailler dans une position assise et plutôt aller vers le debout. Et c'est la constance aussi de la flexion et de l'extension. Donc, le mouvement va être important, ça va être de régulièrement juste marcher, se mettre debout et pouvoir se mobiliser. Et ça va être de ne pas oublier que le fait de maintenir des positions va créer des asymétries de tonus. Alors là, je rentre dans un côté un peu plus spécifique, ça va peut-être reprendre encore quelques minutes finalement de ce podcast, de ce sportcast. Mais je prends l'exemple ici du fait d'être assis, donc il y a des positions qui sont de l'ergonomie, mais il y a aussi des positions courtes, des positions longues. Il y a des positions d'appui, des positions de non-appui. Et donc, je prends l'exemple le plus parlant, c'est rien que le fait d'être assis comme ça sur ma chaise. Si je ne suis pas dans le fond de ma chaise, je vais avoir une tendance à appuyer en plein milieu de mes ischio-jambiers, ce qui va avoir une tendance à tracter sur celui-ci. Donc déjà, c'est difficile pour moi de maintenir une posture droite. Donc j'ai deux solutions. Soit je me mets sur l'avant de ma... Voilà, soit je me mets dans le fond, soit je ne pose que les ischions sur la chaise. Comme ça, je n'ai pas d'appui sur mes ischio-jambiers. Et on voit que naturellement, je n'ai pas envie d'arrondir. Là, je suis bien. Mais si je recule un petit peu, que je me mets ici, là j'ai envie de m'affaler un petit peu. Donc la solution serait d'être vraiment dans le fond de ma chaise pour être bien droit. On parle juste d'une position assise.
Et évidemment, il y a plein d'impacts qui se font, que ce soit la position par rapport à mes chevilles. Est-ce que j'ai plutôt les jambes qui sont devant, les jambes qui sont en dessous? Donc on parlait justement d'un appui plus d'un côté que de l'autre, le fait de croiser la jambe, s'appuyer plus sur une jambe que sur l'autre quand on est assis. Évidemment. Et je vais donner un exemple très parlant pour dévier totalement de ça. Quand on parle d'appui plus d'un côté que de l'autre, il y a eu à une époque, maintenant c'est moins présent, chez les chauffeurs de poids lourds, ce qu'on appelle le syndrome du portefeuille. En fait, ils avaient une tendance à garder leur portefeuille, je parle des chauffeurs de poids lourds parce qu'ils avaient des longues périodes assises en voiture, et gardaient le portefeuille sous la fesse. Ce portefeuille créait une bascule, mais surtout amenait un hyperappui au niveau d'une des fesses, prenons l'exemple de la gauche, et venait comprimer un muscle à travers lequel passe le nerf sciatique. Ouais. Et ces patients déclenchaient des sciatalgies, des douleurs de type sciatique, avec aucun problème d'hernie discale, mais avec une compression du nerf sur son trajet. On a appelé ça le syndrome du portefeuille. Pour la petite blague, maintenant on appelle ça la crédicardite, parce que le portefeuille s'est transformé en carte de crédit. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres de « Ah ben tiens, est-ce que ce patient ou est-ce que cette personne va croiser plus une jambe sur une autre ?» On parle ici du bas. Remontons. Le plus courant, c'est quoi? C'est une problématique liée à l'écran et au positionnement. Alors on pense ergonomie, bien se positionner, être bien droit. Mais si jamais je fonctionne toujours du même côté avec mon écran qui est à gauche, mon clavier qui est là, et puis hop, je reçois un coup de fil, déjà on est déjà dans des conditions qui ne sont pas optimales. Et donc que ce soit pour la position face à l'écran, comme ceci, ou comme ceci, de pouvoir faire en sorte de ne pas avoir l'écran en bas, mais un écran qui est déjà plus à hauteur du regard, c'est plein de petits paramètres d'un point de vue ergonomique qui nous permettent rien que sur la position d'éviter ces déséquilibres. Et puis après, par des exercices de renforcement, de garder de la mobilité. J'avais mis à l'époque sur mon site des petits exercices à faire au bureau, d'étirement. Mais il y a déjà plein de choses qui peuvent être faites sur une chaise juste pour bouger. Je terminerai par dire que la constance d'appui, c'est le pire. Et donc le fait d'être assis sur eux, même dans la bonne position, il n'y a pas d'alternance. Et c'est ce manque d'alternance entre je suis toujours en train de travailler en flexion et pas en extension. Je suis toujours en train de travailler en rotation interne et jamais en rotation externe. Ouais. Je suis toujours dans une attitude, ma colonne ne bouge pas et je ne lui amène aucun mouvement, qui sur le long terme fait qu'ici en période de confinement, j'ai beaucoup plus de gens qui se plaignent de juste je suis en télétravail, j'ai mal partout, le matériel à la maison n'est pas adapté et je n'ai pas cette pause café qui me permet de bouger, de me déplacer, de faire quelques mouvements. On parle même pas là de faire une activité sportive. On parle du fait que d'habitude, il y avait 50 mètres à faire pour aller à la machine à café. Il restait 5 minutes devant et puis 50 mètres. Et la machine à café, elle est juste ici. Je prends mon café, je le bois. J'ai rien fait. Ça a pris 30 secondes, j'ai rien fait. Ouais, j'ai tendu le bras, je l'ai fléchi. Et pourtant, le reste du temps, je vais le passer avec mes coudes fléchis. J'aurais jamais tendu le bras de ma journée. J'aurais jamais été chercher quelque chose dans une armoire. C'est un peu la conclusion que je veux amener, c'est bouger, tout simplement. Déjà, c'est la meilleure, ça coûte rien, ça ne demande aucun investissement. Après, il y a moyen d'aller chercher des choses plus spécifiques par rapport à des problématiques qui s'installent. Et informez-vous sur la bonne position, la bonne ergonomie pour pouvoir bien se positionner par rapport à ça. Magnifique, ça sonne la fin de ce podcast. Merci beaucoup Victor. Merci de m'avoir appelé, j'espère revenir bientôt. Moi aussi j'espère. Peut-être les Instagram, peut-être le privé, parce qu'il y a toujours des bons conseils. Oui. Le site internet, merci Seb. Ça tu peux le laisser forcément sur le podcast. Il a parlé des conseils qu'on peut retrouver sur ce site. Voilà, donc le site internet peut-être pour les conseils. Ton Instagram, parce que tu balances quand même des stories qui sont intéressantes, c'est notamment pour ça qu'on s'est vu aujourd'hui. Et peut-être Human Mechanics, c'est les salles de CrossFit, si c'est autorisé, sans qu'il y ait de concurrence. Non, il n'y a pas de souci. Okay. Souci. Donc il y a deux salles qui sont CrossFit MLT et CrossFit Link. Il y en a une à Montigny-Tilleul et une à Nivelles. Donc là, les Insta vont être partagés. Il y a mon Insta qui est professionnel. Je n'ai pas vraiment d'Insta privé puisque je partage surtout du contenu qui est un peu destiné à informer les gens. Et donc là, c'est V2Pass. Ouais. Ça va, simplement, ça s'affiche, etc. Puis il y a le site web, c'est un site web qui s'appelle Kform, grosso modo, c'est ici pour l'instant, je l'ai un peu actualisé, donc c'est surtout le contenu de qu'est-ce que je fais, et je vais essayer de rajouter de temps en temps un peu d'informations parce qu'il y a des sources. Notamment des sources vidéo, il y avait 2-3 exercices pour l'épaule que j'avais mis, il y avait comment bien travailler sur son psoas, enfin, il y a eu du contenu qui était là-bas disponible et que je vais faire en sorte de peut-être relancer un petit peu, pouvoir aussi fournir des informations comme le podcast, j'aimerais le mettre sur le site. Et bien sûr, avec plaisir. Seb, tu auras du travail. Ça marche. Ça va, et je pense que la dernière chose qui est importante, c'est pour tous les sportifs qui sont intéressés, soit déjà de te rencontrer lors d'un séminaire chez Human Mechanics ou de voir d'autres séminaires. Il y a évidemment les séminaires Human Mechanics, et là il y a une page Instagram, et c'est human.mechanics. Ouais, ça on en mettra aussi. C'est ça. Et
Dernière chose, et là je me fais un peu une promotion d'un truc qui arrive, c'est qu'avec Human Mechanics, on essaye de mettre en avant quelque chose qu'on a développé. Ça a mis beaucoup de temps, on a essayé d'avoir quelque chose de très concret qui s'appelle les assessments. Donc c'est une analyse personnalisée de l'individu pour pouvoir justement comprendre ses équilibres, ses déséquilibres, quels sont ses points forts, ses points faibles, avec souvent comme base une douleur qui persisterait malgré les traitements pour savoir où travailler et travailler après directement avec le personal trainer en disant voilà, nous on a vu ça permet d'axer là-dessus et là de reprendre une programmation qui permettrait de Magnifique, magnifique. Et ben, moi-même ça suscite mon intérêt, donc voilà. Terrible. Super. Et ben, ok, super, merci d'être venu, c'était top. Avec plaisir, merci de m'avoir à refaire et puis à très bientôt. Salut. Salut. Ciao. Alors, tu t'es enrichi ou pas?